Je ne savais pas comment. Et j'avais aussi peur des hommes. Oh oui, peur des hommes. Oui. Personne dans le cercle de ceux qui connaissaient Diane Keaton ne pouvait dire exactement ce qui s'était passé à Brentwood ce matin-là. La gouvernante a raconté qu'elle s'était levée tôt comme d'habitude, qu'elle avait ouvert les fenêtres pour laisser entrer la douce lumière d'automne, qu'elle s'était préparé une tasse de café noir et qu'elle s'était assise dans le coin de la table, donnant sur l'oliveraie. Au lever du soleil, la maison était encore silencieuse, mais sa propriétaire avait quitté ce monde en silence, comme si elle avait simplement changé de pièce pour séjourner. La nouvelle de sa mort s'est répandue rapidement. Mais ce qui a choqué le public encore plus, ce n'est pas sa mort, mais ce qu'elle a laissé derrière elle, une fortune de plus de 100 millions de dollars, détaillée dans le testament comme un bilan sobre de toute une vie de travail. Mais ce qui a fait pleurer la famille et les amis, ce ne sont pas les chiffres. Ils ont dit que chaque page portait l'écho d'une vie qui devait être payée pour chaque centime gagné, avec des années de silence dont personne n'a été témoin. La villa de Brentwood, d'une valeur de près de 3 millions de dollars, était maintenant remplie de condoléances. Au milieu de ce luxe, on a commencé à se demander si on peut appeler cela du bonheur, lorsque cette fortune a été construite sur la peur de la solitude et conservée pendant un demi-siècle grâce à un silence persistant. Personne n'a jamais vu Diane Keaton vivre de manière extravagante. Pas de voiture de sport, pas de vêtements de marque, pas de yacht en Méditerranée. S'il y avait un symbole qui lui était associé, c'était le large chapeau, le tailleur classique et le regard à la fois amical et réservé. Le regard de quelqu'un qui était toujours un peu de biais par rapport au monde, comme si elle voulait être à la fois présente et en fuite. On disait que l'argent n'avait jamais été son objectif, mais personne ne nie non plus que peu d'actrices dans l'histoire d'Hollywood ont atteint sa constance et sa prospérité. 60 ans devant la caméra, de la névrosée urbaine Annie Hall, le film qui lui a valu l'Oscar en 1977, à ce que le cœur désire, Something's Got to Give. Chaque rôle de Keaton était comme un chapitre de vie écrit avec la lumière. Elle n'a jamais accepté de rôle prédéfini pour les femmes, docilement dépendantes ou simplement un décor pour les autres. Diane Keaton a toujours exigé son propre espace, et c'est peut-être précisément pour cela qu'elle était souvent seule dans son propre cadre. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en parallèle de sa carrière d'actrice, Keaton construisait silencieusement un empire financier dans son propre style, précis, persévérant et absolument silencieux. Alors que ses contemporains sombraient dans les fêtes et le bruit d'Hollywood, elle a choisi un style de vie presque ascétique et discipliné. Elle investissait prudemment, documentait chaque revenu et dépense, et s'en tenait toujours à un principe. Le plaisir fugace ne doit pas détruire la sécurité à long terme. Son gestionnaire financier a raconté un jour qu'elle ne demandait jamais combien je peux dépenser, mais toujours si je perds tout, qu'est-ce qu'il me reste? Cette question sonne sobrement, mais reflète clairement la psychologie de Diane Keaton, quelqu'un qui a toujours eu le sentiment que le monde pouvait disparaître du jour au lendemain si on n'a pas quelque chose de très concret en main. Peut-être que le silence dans la façon dont elle gagnait de l'argent n'était pas seulement un calcul, mais aussi une façon de s'apaiser de la peur ancestrale, la peur d'être laissée seule, la peur de perdre le contrôle. Dans les années 90, alors que son nom brillait encore, Keaton a commencé à s'intéresser de près à l'architecture et à la restauration de vieilles maisons, non pas comme un hobby luxueux, mais comme un travail sérieux. Elle a acheté de vieilles maisons en Californie, des bâtiments historiques mais oubliés, et a supervisé elle-même la restauration de chaque détail. Chaque brique, chaque mur était considéré par elle comme un morceau de mémoire qui devait être sauvé. Après chaque achèvement, la maison était revendue au multiple du prix initial. À partir de là, Keaton a développé une activité secondaire lucrative. Mais pour elle,
Cela ressemblait à une forme de thérapie. Avec chaque maison restaurée, j'ai l'impression de guérir une autre partie de moi, a-t-elle dit une fois dans une rare interview. La phrase semble simple, mais derrière elle se cache une philosophie de vie que seuls ceux qui ont été profondément seuls peuvent comprendre. Construire non seulement pour avoir un endroit où vivre, mais pour prouver que ce qui est brisé peut renaître, y compris soi-même. Un ami proche a raconté que Kieten, pendant ses années les plus chargées, restait souvent assise seule pendant des heures dans une maison en construction et regardait les rayons de lumière briller à travers la poussière en suspension. Elle ne parlait pas, ne prenait pas de notes, observait seulement. Elle regardait la maison comme si elle regardait sa propre vie, se souvenait l'ami. Peut-être Keaton a-t-elle trouvé dans ce silence quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Le sentiment de contrôle dans un monde toujours prêt à changer. Et c'est précisément dans ce contrôle que sa solitude est devenue encore plus évidente. Chaque maison vendue, chaque contrat signé, était une nouvelle fois qu'elle se retirait plus profondément dans son propre monde, où personne ne pouvait vraiment entrer. Les employés ont dit que Keaton était toujours souriante et amicale, mais après le travail, elle disparaissait comme de la fumée. Personne ne savait où elle allait. Personne ne l'a entendue parler de joie ou de tristesse. Elle ne partageait pas, non pas par fierté, mais par peur que tout ne s'effondre si elle l'exprimait. A avoué un jour un parent, chaque dollar de cet actif de plus de 100 millions de dollars ne portait donc pas le son du marché ou les acclamations du succès, mais le souffle régulier d'une femme qui avait autrefois peur et a appris à rester ferme dans cette peur. Elle ne devait rien à personne et ne permettait à personne de lui devoir quoi que ce soit. On peut appeler cela de la force, mais on peut aussi appeler cela de la défense. Quoi qu'il en soit, cela a aidé Diane Keane à survivre pendant 6 décennies dans une industrie qui peut écraser toute âme faible. Lorsque les journalistes lui ont demandé le secret de son succès, elle souriait souvent. « Je travaille seulement, et quand je ne travaille pas, je rénove des maisons. » Une réponse si simple qu'elle semblait presque froide. Mais si on regarde de plus près, il y avait dans cette simplicité une sincérité absolue. Elle ne cherchait pas le sens dans la gloire, mais dans le travail, la seule chose qu'elle pouvait contrôler et à laquelle elle pouvait faire confiance. Lorsque l'héritage financier de Ken a été annoncé, beaucoup ont été stupéfaits par le chiffre, mais pour ceux qui la connaissaient, ce n'était pas une fortune au sens traditionnel du terme. C'était le journal d'une vie écrit avec des contrats, des briques et de longues nuits blanches. Une fortune construite avec le temps et le silence. C'est peut-être la plus grande ironie dans la vie de Diane Keaton. Pour être absolument indépendante, elle a dû apprendre à vivre isolée. Chaque succès était un nouveau mur qui se construisait entre elle et le monde. À la fin, alors que tout était entre ses mains, la seule chose qu'elle ne pouvait pas acheter était une autre main pour tenir la sienne. De l'extérieur, la villa de Diane Keaton à Brentwood ressemblait à un rêve devenu réalité. Murs de pierre blanc, toits de tuiles grises, hautes fenêtres qui s'ouvraient sur le ciel californien, où la lumière coulait dans tous les coins comme un rituel religieux. Mais en franchissant la porte principale, lourdement sculptée à la main dans le style espagnol du XIXe siècle, on ressentait quelque chose de différent, un silence presque absolu, un silence à la fois paisible et lourd. La maison d'une valeur de près de 30 millions de dollars était le chef-d'œuvre que Keaton avait conçu pendant plus de 3 ans. Aucun détail n'a été laissé au hasard, de la façon dont la lumière du matin tombait à travers les rideaux de lin jusqu'à la direction dans laquelle le vent de l'après-midi glissait à travers la véranda. Chaque brique a été choisie par elle, comme si elle choisissait des souvenirs. Les murs étaient hauts et solides, si beaux qu'ils faisaient peur et portaient en eux l'esprit d'une femme habituée à se protéger avec l'ordre. Une fois, dans une rare interview, un journaliste a demandé
Cette maison reflète-t-elle votre personnalité? Diane Keaton est restée longtemps silencieuse, puis a répondu « Je ne sais pas. Peut-être est-ce la partie que je n'ose pas exprimer en mots. » Cette réponse a fait comprendre. La maison n'était pas seulement un lieu de résidence, mais une confession architecturale. Une autobiographie non pas en mots, mais en forme de lumière et de vide. Ceux qui ont été invités à Brandwood ont raconté que l'espace possédait une perfection désagréable. Tout était arrangé comme sur une photo publicitaire, tasses, verres, cadres. Mais il semblait que personne ne les avait touchés. Il n'y avait pas de hasard, pas de traces de vie vécue. On avait l'impression d'être dans une maison construite pour être regardée, pas pour être habitée, a dit un vieil ami. Dans la grande cuisine, où tout brillait comme un miroir, Keaton s'asseyait souvent seul le soir avec un petit verre de vin, non pas pour boire, mais pour observer. Elle a dit un jour, sa voix douce comme le vent. « J'aime voir comment le vin reflète la lumière. C'est comme un souvenir scintillant, insaisissable. » C'était peut-être le moment où elle se parlait à elle-même. Avec le reste de la jeune fille qui aimait autrefois Al Pacino, qui croyait autrefois que l'amour pouvait sauver. Brandwood était le couronnement de ces années, une construction dans laquelle chaque pièce était un morceau de mémoire. Au rez-de-chaussée, des photos en noir et blanc recouvraient les murs. Kane avec Woody Allen, Keon avec sa mère, avec ses 2 enfants, Dexter et Duke, les 2 enfants qu'elle a adoptés après ses 50 ans. Ses chambres étaient étonnamment simples, lits rustiques en bois, quelques livres, lumière jaune chaude. Tout était propre et ordonné, mais personne ne pouvait être sûr du nombre de nuits remplies de rire qu'il y avait eu dans cette maison et du nombre de nuits où l'on n'entendait que le vent à travers la véranda. Diane Keaton a déclaré dans une interview en 2018 « Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais mère. Je savais seulement que je ne voulais pas quitter ce monde seul. » Ce n'était pas la confession d'une personne faible, mais la reconnaissance des limites humaines. Une vision très allemande, directe, sobre et acceptant que la liberté a toujours son prix. Brandwood n'était donc pas seulement un lieu, mais une forme d'existence, où chaque blessure était emballée dans la beauté, où la peur était organisée en structure. Dans chaque détail, nous voyons l'obstination. Des centaines de livres rangés soigneusement par couleur, des fenêtres qui s'ouvrent précisément sur le soleil de l'après-midi, le canapé incliné juste assez pour regarder le jardin. Rien n'était superflu, rien n'était aléatoire, comme la propre vie de Keaton contrôlée, raffinée et solitaire. Quelqu'un a appelé la maison le chef-d'œuvre d'une artiste, mais d'autres l'ont appelé le mausolée de la lumière, un endroit où la beauté était utilisée pour cacher la douleur. En parcourant les longs couloirs recouverts de carreaux anciens, on avait l'impression de parcourir son esprit, des chemins qui se répétaient, pas de bifurcation, seulement un ordre absolu. En fin d'après-midi, la lumière semblait traverser les fenêtres, projetant des bandes dorées et douces sur les murs blancs. Si on restait immobile assez longtemps, on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale, le seul bruit qui brisait le silence. Quelqu'un a dit que cela sonnait comme le temps qui goûte, lentement, patiemment et irréversiblement. Dans cette maison, Keaton avait trouvé la paix, une sorte de paix que personne ne comprenait, mais qui lui appartenait entièrement. À l'âge de 70 ans, alors que beaucoup avaient déjà opté pour la retraite, elle réparait encore chaque plus petit détail, remplaçait les charnières, nettoyait les lustres, repeignait les murs. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce qu'elle voulait avoir le sentiment que tout était encore en mouvement. C'était peut-être pour elle la seule façon de savoir qu'elle était encore vivante. Brandwood était l'endroit où Diane Keaton s'est affirmée, et aussi l'endroit où elle s'est progressivement évanouie. Lorsqu'elle est morte,
Personne n'a été surpris que la maison ne soit pas immédiatement mise en vente. La famille a dit qu'elle avait besoin de temps. Peut-être craignait-il que s'il la vendait, il perdrait aussi la seule façon de la comprendre. Car cette maison, froide, belle et fière, c'était elle-même. De loin, lorsque le coucher de soleil recouvrait les murs de pierre, la villa de Diane Keaton rayonnait une douce lumière comme un salut d'adieu. Pas de bruit, pas de larmes, seulement un silence absolu qui forçait chaque passant à s'arrêter. Tout comme sa vie, un projet parfait de liberté, construit à partir de chaque brique de solitude. Il y a une anecdote qui continue de circuler à Hollywood, selon laquelle Diane Keown portait toujours une petite photo dans la poche de sa veste pendant le tournage du PTE Tale 3, la photo qui vous montrait, vous et Al Pacino, un après-midi de 1989 sur un balcon d'hôtel à Rome. Ils souriaient dessus, se penchant légèrement l'un vers l'autre. La douce lumière du coucher de soleil plongeait toute la prise de vue dans une chaude couleur bordeaux. On dit qu'à ce moment-là, elle croyait qu'elle l'épouserait, mais cela ne s'est jamais produit. Diane Keaton a aimé 3 grands hommes dans sa vie, Woody Allen Warren, Bossino. Tous les 3 étaient des génies, et tous les 3 étaient des hommes qui ne pouvaient appartenir à personne. Chez Allen, elle était la muse. Chez Ban, une amie semblable. Mais chez Pacino, c'était le genre d'amour qui la désorientait. Il était mélancolique, passionné, et si libre que personne ne pouvait le retenir. Keaton a dit un jour seul. Le regard de Pacino suffisait pour qu'elle ne se sente plus elle-même. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage du PE au début des années 70. Kane était alors une nouvelle actrice, tandis que Pacino était déjà considéré comme l'âme du film. Il ne disait presque rien, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait croire. « Il me comprend plus que quiconque », a-t-elle écrit un jour dans ses mémoires. Leur relation a duré près de 2 décennies. Pas constant, pas stable, mais comme un élastique, parfois étouffant, proche, parfois froid et lointain. Kane a avoué un jour « Je l'aimais de tout ce que j'avais, et c'est pourquoi j'ai aussi perdu la plus grande partie de moi-même. » En 1990, lorsque le PE Tale 3 a été tourné, Diane Keaton avait 44 ans. Elle croyait que c'était la dernière occasion pour une vie de famille, quelque chose qu'elle désirait, mais qu'elle n'avait jamais atteint. Lors d'un tournage en Sicile, elle a posé un ultimatum à Pacino. Soit se marier, soit rompre. Il s'est tu. Puis, un jour, il a quitté le plateau de tournage sans dire un mot. Ce silence, selon des amis, a plongé Keaton dans un vide sans fond. Elle a commencé une psychothérapie non pas pour oublier, mais pour apprendre à exister même si on n'est pas choisi. Dans une interview des années plus tard, elle a raconté « Je pensais que j'allais mourir de douleur, mais j'ai ensuite réalisé que c'était précisément cette douleur qui me maintenait en vie. Sans elle, je n'avais plus rien. » C'est une phrase froide, mais elle reflète exactement l'esprit de Dee Keaton, transformer la vulnérabilité en un outil de survie. Au même moment, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à son père, Jack Hall. Il était la personne à laquelle Keaton était le plus profondément attaché, un homme calme et réaliste qui aimait sa famille, mais exprimait rarement ses sentiments. Lorsque l'état de son père s'est détérioré, Keaton était avec l'équipe de tournage en Italie. Elle s'est envolée pour la Californie uniquement pour s'asseoir à côté de lui à l'hôpital, lui tenir la main et raconter de vieilles histoires. Plus tard, elle a dit que cette période avait été le point de croisement de 2 pertes, l'amour brisé et la mort imminente de son père. La célèbre fille d'Hollywood, qui était une fois au milieu de la scène et recevait l'Oscar doré, était maintenant assise dans la chambre d'hôpital blanche, silencieuse comme un enfant. Je me sentais si petite que je pouvais disparaître dans les airs, a-t-elle noté dans son journal. Et j'avais peur,
parce que personne ne voyait que je disparaissais. Lorsque son père est mort, Diane Keiten a apparemment perdu le dernier rocher de sa vie. Après l'enterrement, elle n'est pas apparue en public pendant des mois. Des parents ont raconté qu'elle restait assise des heures dans le jardin et qu'elle ne faisait que regarder une chaise vide. À partir de là, elle a commencé à parler de thérapie de survie, non pas comme une guérison, mais comme l'apprentissage de se relever alors que la blessure est encore là. « Je ne crois pas au bonheur, je crois à la résilience », a-t-elle dit. Cette phrase a fait sursauter beaucoup de gens, mais elle reflète aussi une philosophie très allemande. Le bonheur n'est pas une récompense, mais la capacité de supporter la tristesse sans s'effondrer. Ken travaillait comme si elle fuyait devant elle-même. Elle acceptait des projets, réalisait des films, écrivait des livres, restaurait des maisons, donnait des interviews. Chaque activité était un moyen de retarder les émotions. Mais plus elle retardait, plus elle était poursuivie par la question. Où ai-je fait une erreur? Ou suis-je simplement la personne que personne ne choisit? Pendant des années, Kearton n'a pas parlé de Pacino. Lorsqu'on lui posait la question, elle souriait seulement et disait « Il fait partie de mon histoire ». Mais en 2016, dans une brève conversation avec The Guardian, elle a avoué « Je n'ai jamais cessé de l'aimer. J'ai seulement appris à vivre avec ça ». Vue de l'extérieur, la vie de Diane Keaton est un bilan de succès parfait. Renommée, argent, 2 enfants, un solide héritage artistique, mais à l'intérieur, il y a un espace vide où les souvenirs de l'amour inachevé résonnent, comme un écho dans une maison vide. Un vieil ami a raconté que chaque fois que Pacino était mentionné, les yeux de Keane brillaient encore, non pas par regret, mais parce qu'elle voyait autrefois en lui elle-même, libre, imprévisible, pleine de contradictions. Il vivait comme si le monde était sa scène, et j'étais seulement invité à un rôle secondaire, a-t-elle dit à moitié en plaisantant. C'est peut-être ce qui fait le plus mal aux gens, non pas le rejet, mais la reconnaissance qu'on a donné tout son cœur à quelqu'un qui n'est jamais vraiment resté. Le temps a passé. Diane Keown a progressivement appris à parler des pertes comme des parties inséparables de sa vie. Dans des interviews ultérieures, elle a souvent répété « Je sais que je ne suis pas née pour avoir une romance parfaite. Je suis née pour la comprendre et pour la raconter. » Raconter, c'était sa façon de vivre. Chaque rôle de Keaton après les années 90 portait l'ombre d'une femme à la fois forte et vulnérable, comme dans Marvin's Töchter Marvin's Room, où elle s'occupait de son père mourant, ou Ce que le cœur désire, Something's Gotta Give, où elle s'effondrait dans la pièce vide lorsqu'elle réalisait qu'elle aimait quelqu'un qu'elle ne pouvait pas retenir. Cette scène de vin a fait croire au public qu'elle ne jouait pas, mais qu'elle revivait sa propre vie. De nombreux réalisateurs ont dit que Keaton n'avait jamais besoin de dialogue pour exprimer des émotions, seulement le regard. Car dans ses yeux, on voyait toute une vie d'amour, de peur et de constance. Lorsqu'elle parlait de Pacino, Keaton utilisait une phrase courte et poignante. « Il est la maison dans laquelle je n'ai jamais pu vivre. » Une maison, l'image la plus déchirante de sa vie, est apparue ici à nouveau, mais pas Brandwood, mais un espace spirituel, l'endroit où elle aurait pu retourner, mais qui est resté fermé pour toujours. Quelqu'un a dit que la maison était le chef-d'œuvre d'une artiste, mais d'autres l'ont appelé un mausolée de lumière, un endroit où la beauté était utilisée pour cacher la douleur. En parcourant les longs couloirs recouverts de carreaux anciens, on avait l'impression de parcourir son esprit, des chemins qui se répétaient. Pas de bifurcation, seulement un ordre absolu. En fin d'après-midi, la lumière du soleil semblait traverser les fenêtres, projetant des bandes dorées et douces sur les murs blancs. Si on restait immobile assez longtemps, on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale, le seul bruit qui brisait le silence. Quelqu'un a dit que cela sonnait comme si le temps dégoulinait, lentement, patiemment et irréversiblement. Dans cette maison,
Kieten avait trouvé la paix. Une sorte de paix que personne ne comprenait, mais qui lui appartenait entièrement. À l'âge de 70 ans, alors que beaucoup avaient déjà opté pour la retraite, elle réparait encore chaque plus petit détail. Remplaçait les charnières, nettoyait les lustres, repeignait les murs. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce qu'elle voulait avoir le sentiment que tout était encore en mouvement. C'était peut-être pour elle la seule façon de savoir qu'elle était encore vivante. Brandwood était l'endroit où Diane Keyton s'est affirmée, et aussi l'endroit où elle s'est progressivement évanouie. Lorsqu'elle est morte, personne n'a été surpris que la maison ne soit pas immédiatement mise en vente. La famille a dit qu'elle avait besoin de temps. Peut-être craignait-il que s'il la vendait, il perdrait aussi la seule façon de la comprendre, car cette maison, froide, belle et fière, c'était elle-même. De loin, lorsque le coucher de soleil recouvrait les murs de pierre, la villa de Diane Keyton rayonnait une douce lumière, comme un salut d'adieu. Pas de bruit, pas de larmes, seulement un silence absolu qui forçait chaque passant à s'arrêter. Tout comme sa vie, un projet parfait de liberté construit à partir de chaque brique de solitude. C'est peut-être pour cela qu'elle a construit Brandwood, la maison de la lumière et de l'ordre, comme une réaction naturelle à cette douleur. Lorsque le monde ne lui a pas donné d'endroit où elle appartenait, elle s'est construit elle-même un lieu de refuge. Mais dans chaque mur de cette maison, on pouvait, si on écoutait attentivement, entendre l'écho des questions qui n'ont jamais reçu de réponse. Où ai-je fait une erreur? Pourquoi suis-je toujours en dehors du cadre? Diane Keyton ne s'est pas mariée. Elle n'avait pas de petit partenaire fixe après Patino. Lorsqu'on lui a demandé si elle le regrettait, elle a seulement répondu « Non, mais parfois le soir, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui je pourrais me taire. » Cette phrase a fait étouffer l'auditeur, car ce n'était pas une lamentation, mais une simple reconnaissance déchirante que l'homme, peu importe sa force, a toujours besoin d'un témoin pour sa solitude. On dit souvent que l'amour est la rencontre de deux âmes, mais pour Keyton, l'amour a toujours semblé être la rencontre avec la distance. Elle pouvait se tenir à côté de l'homme qu'elle aimait, mais entre eux, il y avait toujours une couche d'air qui ne pouvait pas être percée. La couche d'air de deux êtres qui avaient tous deux peur d'être blessés. C'est peut-être pour cela qu'elle a choisi la solitude, non pas par abandon, mais parce qu'elle ne voulait pas continuer à blesser les autres avec sa propre peur. Lorsqu'elle est morte, El Pacino est apparu silencieusement à l'enterrement. Il se tenait à l'écart de la foule, n'a pas fait de discours, a seulement déposé un bouquet de fleurs blanches sur le cercueil et est parti. Personne ne l'a entendu dire quoi que ce soit, mais un ami commun a raconté plus tard, lorsqu'il a regardé sa photo, il a pleuré. C'était la première fois que je voyais El Pacino pleurer. Peut-être a-t-il compris à ce moment-là ce que Diane Keyton savait depuis longtemps, qu'il existe des amours qui n'ont pas besoin d'être réciproques pour exister. Elles vivent silencieusement dans la mémoire comme une petite flamme qui brûle constamment dans le vent. Et c'est peut-être précisément cette douleur qui l'a amené au vin. La douleur non pas la sienne, mais celle de tous ceux qui ont aimé si profondément qu'ils se sont perdus eux-mêmes. Dans le testament, Diane Keyton n'a pas mentionné Pacino, mais dans la bibliothèque de Brandwood, on a trouvé une vieille photo, l'image sur le balcon romain de l'époque. Elle était placée dans un petit cadre en bois, à côté une ligne manuscrite. Celui qui n'est jamais revenu, mais n'a jamais disparu non plus. En lisant cela, on a compris que toute la fortune, la maison, les murs, les récompenses, tout cela n'était que la forme que Keyton a choisie pour communiquer avec une seule chose, la solitude qui la composait. Lorsque le dernier soleil s'est couché sur le jardin de Brandwood, la maison était toujours là, silencieuse, inébranlable, comme si elle gardait quelque chose de plus sacré que la simple possession. Les murs clairs, les fenêtres parfaitement symétriques, chaque brique portait la signature d'elle,
la femme qui a transformé sa maison en un miroir de toute sa vie. Ordonnée, disciplinée, mais au fond, une âme qui n'a jamais cessé de bouger. Maintenant que tes quiétaines ne sont plus là, les gens commencent à reconnaître que ce qu'elle a laissé derrière elle, ce ne sont pas seulement plus de 100 millions de dollars. C'est une philosophie de vie écrite avec des décisions courageuses et des blessures immenses. Dans sa vieillesse, Keiten a dit un jour que la chose la plus précieuse qu'elle ait apprise n'était pas dans les studios de cinéma, mais en thérapie. La thérapie m'a sauvée, a-t-elle avoué, non pas parce qu'elle m'a rendue heureuse, mais parce qu'elle m'a appris à accepter que je ne serai jamais heureuse comme les autres le comprennent. Ce n'était pas une affirmation pessimiste. Au contraire, c'était un éveil. Elle a compris que le bonheur n'est pas la récompense finale de la vie, mais un court moment. Et le plus important est de rester avec soi-même lorsque ce moment est passé. Après des années de chasse au travail, Keiten vivait plus lentement. Elle plantait des arbres, entretenait le jardin, photographiait de vieux toits. Au lieu de chercher quelqu'un à aimer, elle a décidé de se redécouvrir. C'est étrange, a-t-elle écrit une fois dans son livre. Pourtant, plus j'acceptais la solitude, moins elle devenait effrayante. C'est comme regarder dans l'obscurité assez longtemps jusqu'à ce que les yeux voient progressivement les formes cachées à l'intérieur. Beaucoup ont demandé pourquoi elle ne s'était pas mariée, bien qu'elle ait eu de nombreuses occasions. Que seulement, j'ai choisi la réalité, et la réalité n'est jamais romantique. Cette phrase semble superficiellement dure, mais il y avait une profonde compréhension dans son ton. Elle savait que tout dans la vie a son prix, et que le prix de la liberté est la solitude. Mais si elle devait choisir, elle choisirait toujours la liberté de vivre sans avoir à être définie par un homme, la liberté d'adopter 2 enfants quand elle avait plus de 50 ans, non pas pour prouver quelque chose, mais seulement parce qu'elle ne voulait pas quitter ce monde dans un silence absolu. La liberté de s'habiller, de créer, de parler et de vieillir à sa manière, sans peur, sans demander la permission, c'est une sorte de courage silencieux. Ce que les Allemands appellent le courage du silence. Courage du silence, lorsqu'elle regardait en arrière, Keiten a avoué qu'elle ne regrettait plus l'amour passé. L'amour est la façon dont l'univers nous enseigne la perte, a-t-elle dit, et la perte est la façon dont nous apprenons à nous connaître. Elle entretenait des liens étroits avec ses 2 enfants, Dexter et Duke, comme si elle comblait les lacunes de sa vie. Mais au lieu de les materner, elle leur a enseigné l'indépendance. Ma mère disait toujours « Si tu ne peux pas être seule, tu ne sauras jamais comment être avec quelqu'un d'autre. » Ce conseil semble simple, mais il contient un voyage de 50 ans pour se réconcilier avec la solitude. Et c'est peut-être le véritable héritage que Keiten a laissé derrière elle. Pas la fortune, mais la paix dans la façon de se traiter soi-même. Dans ces dernières années, Diane Keaton conduisait tôt le matin le long de la côte californienne. Elle aimait la lumière froide du lever du soleil, aimait regarder de vieilles maisons côtières qu'elle voulait autrefois restaurer. Parfois, elle s'arrêtait juste pour prendre une photo d'un cadre de fenêtre écaillé ou d'un mur taché. Des choses que d'autres considéraient comme un défaut, elle les trouvait belles parce qu'elles sont comme moi, riait-elle, imparfaites, mais avec leur propre histoire. Cette phrase semblait être sa déclaration finale. Pas fort, pas dramatique, mais plein d'authenticité. Diane Keaton n'a jamais voulu être pitoyée. Elle voulait seulement être comprise. Et peut-être que la comprendre signifie aussi comprendre toute une génération de femmes qui ont grandi dans des schémas étroits, qui ont dû choisir entre carrière et amour, entre indépendance et dépendance, et qui, à la fin, non pas par désir, mais parce que c'était la seule façon d'exister pleinement, ont choisi de rester seules. Lorsque son testament a été publié, les médias se sont concentrés sur le chiffre, mais les proches ont prêté attention à la dernière ligne qu'elle a ajoutée à la main.
Ne vous souvenez pas de moi parce que je possédais. Souvenez-vous de moi parce que je n'ai pas abandonné. Une phrase courte qui englobe toute une vie. Les maisons, les prix, la photo, le chèque. Tout cela finira par perdre sa valeur. Il ne reste que l'image d'une femme avec un large chapeau, souriant radieusement au soleil, le regard fier, comme si elle voulait dire « J'ai vécu de manière authentique, et c'est le seul héritage qui vaut la peine d'être laissé. » C'est peut-être exactement ce qui a fait pleurer le monde entier lorsqu'ils ont vu l'héritage de Diane Keaton. Non pas à cause de la richesse, mais parce qu'ils y ont vu le reflet d'eux-mêmes. Des personnes qui essaient d'exister, d'aimer, de perdre et d'apprendre à faire la paix avec l'impossible. Son véritable héritage ne réside pas sur le compte bancaire, mais dans la façon dont elle a amené les autres à se demander « Si un jour je dois partir aussi, oserais-je vivre aussi honnêtement qu'elle l'a fait ?» Car Diane Keaton, avec toutes ses imperfections et sa résilience, a prouvé une vérité simple, mais profonde. Parfois, nous pouvons aussi rentrer chez nous sans personne à nos côtés, si nous osons nous appeler par notre nom. Peut-être que si nous regardons la vie de Diane Keaton, nous ne voyons pas seulement une légende du cinéma, mais aussi un miroir de nous-mêmes, nos peurs, nos rejets et les moments où nous avons osé nous tenir debout, même lorsque nous étions seuls. Elle n'a pas laissé au monde une promesse de bonheur, mais une leçon d'honnêteté envers soi-même. Même si cela signifie passer la jeunesse dans le silence et la vieillesse dans la solitude. Si l'histoire de Diane Keaton vous a brièvement fait vous arrêter et vous demander « Est-ce que je vis de manière authentique ?» laissez un emoji cœur en souvenir de la femme qui a osé vivre sans être comprise. Et si elle a été une source d'inspiration pour vous d'être différent, d'être libre, d'être honnête envers vous-même, veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Car parfois, la plus belle façon de se souvenir n'est pas le deuil, mais la poursuite de la vie avec le courage qu'elle a autrefois montré. Monsieur